Bonjour à tous. Alors pour faire un voyage à vélo, il faut un bonhomme qui pédale, mais il faut aussi un vélo. C'est le sujet d'aujourd'hui. C'est parti. Alors, vous avez été plusieurs à me demander en commentaire de vous présenter mon vélo et ses caractéristiques. C'est ce que je vais faire dans cette vidéo, mais dans une seconde partie. On verra ça à la fin parce qu'en fait, je me suis dit que c'était peut-être intéressant dans une première partie de développer avec vous un petit peu la façon dont on choisit son vélo de voyage, quelles sont les caractéristiques, les éléments essentiels qui composent le vélo et la façon dont on les choisit. Donc on va essayer de voir tout ça ensemble. Avant de commencer, déjà il faut savoir qu'un vélo de voyage, on peut l'appeler de différentes façons. On peut l'appeler une randonneuse ou un vélo de trekking. Le premier élément du vélo à prendre en compte, c'est le cadre. Un vélo de voyage, en fait, ça va porter beaucoup de poids et il va falloir trouver un cadre adapté. Alors, il existe plusieurs matériaux de cadre. Vous avez l'aluminium, le carbone ou encore l'acier. Alors, l'aluminium, c'est vrai que c'est pas cher et c'est léger. Par contre, on va plutôt se tourner vers l'acier pour notre vélo de voyage parce qu'en fait, l'acier, même si c'est plus lourd, ça a un avantage important, c'est que c'est facile à réparer. En fait, si votre fourche ou votre cadre se casse, par exemple, vous aurez beaucoup plus de facilité à trouver un garage ou quelqu'un qui répare et qui sait souder de l'acier, tandis que souder de l'aluminium, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile. Donc, rien que pour ça, voilà, privilégiez l'acier. Pour choisir son cadre, il faut savoir aussi qu'il existe différentes tailles. Choisir son cadre, ça se choisit en fonction de votre propre taille. Et faites bien attention, notamment si vous achetez des vélos sur le marché de l'occasion, parce que même si vous trouvez le modèle que vous cherchez, vérifiez bien avant de le prendre que la taille du cadre correspond bien à votre propre taille. Ça, c'est très important parce que si vous ne prenez pas la bonne taille, vous allez avoir des problèmes notamment de confort puisque vous n'aurez pas une bonne posture sur votre vélo. Second élément maintenant à prendre en compte après le cadre, ce sont les roues. Alors, un peu comme les cadres, il existe une dimension, on va dire, de référence, c'est la dimension 26 pouces. Alors, pourquoi cette dimension, j'en sais rien. En fait, c'est la dimension standard que vous allez trouver facilement partout sur la Terre. Donc, privilégiez cette dimension aux autres dimensions, même pour des vélos pour adultes, du genre 28 pouces ou 29 pouces. Voilà, moi, mon propre vélo, je sais que j'ai choisi 26 pouces pour cette raison-là. Au niveau des pneus, alors là, il y a une marque qui fait référence, c'est la marque Schwalbe, et c'est les pneus de type marathon mondial. Ces pneus-là, en fait, ils sont increvables. Alors, j'exagère un peu quand je dis increvables, mais ils sont censés faire entre 40 et 50 000 km sans avoir de soucis. Donc, bon, c'est quasiment increvable, en fait. Et si vous faites le tour de tous les récits de voyageurs, vous allez tomber voilà, à chaque fois sur ce pneu-là. Je crois que c'est le genre de pneus qui équipe les vélos en libre service dans les grandes villes de France. Par exemple, le V-Cube à Bordeaux ou le Vélib à Paris. C'est ces pneus-là qui sont montés dessus, donc c'est quand même le signe que c'est des pneus de bonne qualité. Au niveau des freins aussi, bon, mais vous savez certainement qu'il existe deux types de freins, les freins à disque ou les freins à patins. En fait, ce qui se trouve le plus facilement, ce sont les freins à patins, ce qu'on appelle aussi les V-brakes. Moi, c'est ce que j'ai monté sur mon vélo pour la simple et bonne raison, c'est que c'est facile à changer, ça ne prend pas de temps, ça ne prend pas de place aussi, on peut juste changer les patins, c'est très simple, ça coûte pas cher. Donc bon, l'inconvénient par contre, c'est vrai que ça a tendance à user la jante forcément, puisque le frein il vient serrer la jante pour pouvoir freiner. Donc d'une part, ça peut user la jante, et d'autre part, c'est vrai que quand c'est mouillé, bon, mais forcément, ça peut freiner un peu moins bien. Contrairement au frein à disque, où là, c'est beaucoup plus efficace. Par contre, ça coûte un peu plus cher. Puis pour les changer, bon, c'est pas très compliqué non plus, puisqu'il faut juste changer les deux plaquettes de part et d'autre du disque. Donc voilà. On va remonter un petit peu au-dessus des roues et vous allez avoir le guidon. Alors le guidon, il en existe de différents types, bien sûr. Vous avez les guidons plats, les guidons cintrés comme les vélos de course, ou les guidons papillons. Alors moi, j'ai monté un guidon papillon. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment un choix qui va être personnel parce que il va falloir que vous soyez à l'aise et confortable en fait. Ouais, donc c'est vraiment cette sensation-là qu'on va chercher au niveau du guidon. Donc à première vue, les guidons cintrés, je pense que c'est les guidons qui vont être un peu moins utilisés, même si cet été j'ai croisé Alexandre qui avait un guidon cintré sur son vélo Genesis. Moi je sais que le guidon que j'ai, c'est un guidon papillon parce qu'il permet en fait d'avoir différentes positions tout autour du guidon, ce qui permet d'être plus ou moins relevé en fonction de ce qu'on souhaite. Et ça du coup c'est pas mal, quoi, de pouvoir varier les positions durant une journée. Vous allez avoir aussi la possibilité de régler votre position avec la potence. Et la potence, c'est ce qui fait la liaison entre le guidon et la fourche.
généralement, voilà, vous allez pouvoir l'incliner plus ou moins pour vraiment l'adapter à votre morphologie. Donc, tous les éléments qui sont sur le guidon, qui sont un peu accessoires, on en parlera à la fin, après la description des autres caractéristiques du vélo. Si on fait un petit peu un pas en arrière, vous allez avoir la selle. Alors la selle, c'est pareil, c'est un élément qui est tout bête, mais c'est un élément primordial, essentiel. Il faut vraiment la choisir de la meilleure des manières, parce que un mal de cul, en fait, ça peut vous tuer le voyage. Et même si vous avez un cuissard, et vous aurez forcément un cuissard, vous allez avoir inévitablement mal aux fesses au bout de 2-3 jours. Et ce mal de fesses, vous allez le garder un petit peu de temps, le temps que vos fesses s'habituent forcément. Mais c'est vrai que sur le long terme, avoir une bonne selle, ça va diminuer ce mal au cul et forcément ça va améliorer le confort. Alors il existe plusieurs types de selles. Vous avez des selles en gel, vous avez des selles plus ou moins larges, plus ou moins longues, et vous avez aussi des selles en cuir. Alors moi j'ai opté pour cette selle en cuir parce qu'en fait c'est une selle que j'ai depuis plusieurs années. Et l'avantage qu'elles ont, ces selles-là, c'est qu'elles se forment, elles se moulent à votre cul, en fait, à vos fesses. Donc, au début, c'est vrai qu'il faut un certain nombre de kilomètres pour la roder, c'est-à-dire qu'au début, c'est très dur, c'est très raide, il faut vraiment faire des kilomètres avec pour qu'au fur et à mesure, elles prennent la forme de vos fesses. Mais une fois que c'est le cas, après, vous avez une selle qui est totalement adaptée à vous. Alors par contre, petit bémol, il ne faut pas non plus penser qu'avec ce type de selle, c'est un miracle, que vous n'aurez pas mal aux fesses, vous aurez quand même mal aux fesses. Néanmoins, ça apporte quand même un bon petit plus. Il existe aussi des selles avec des ressorts, parce que c'est vrai que sur les vélos de voyage, généralement vous n'avez pas de suspension à l'avant, vous n'avez pas non plus de suspension sur le cadre comme on voit sur les vélos de descente. Donc voilà, avoir quelques ressorts sous sa selle, je crois que ça peut améliorer un petit peu le confort. Moi pour ma part, je n'ai pas et bon, je trouve pas que ça manque. Ensuite, on va descendre un petit peu au niveau de la transmission. Alors là, en fait, vous avez deux choix pour la transmission. Soit vous avez le modèle traditionnel qui est avec les plateaux, la chaîne, soit vous avez un modèle un peu différent qui est avec une courroie et un moyeu qui s'appelle le moyeu Rohloff. C'est la marque Rohloff. Alors, je vais vous parler plutôt de la version traditionnelle parce que la version moyeu Rohloff, je ne la connais pas trop. En fait, le moyeu Rohloff, c'est un moyeu dans lequel sont intégrées toutes les vitesses. Vous avez un avantage déjà, c'est que vous pouvez passer les vitesses en étant arrêté. Un second avantage, c'est qu'apparemment ça tombe très peu en panne, il y a très peu de problèmes. Par contre, ça coûte plus cher que des vitesses traditionnelles et c'est irréparable. C'est-à-dire que même si vous êtes très bon bricoleur, c'est très compliqué à réparer. Il faudra forcément se tourner vers quelqu'un de professionnel, de spécialisé. Donc moi pour ça je suis passé plutôt sur des vitesses traditionnelles que j'ai l'habitude d'utiliser, de bricoler, de régler, que je connais donc. Et voilà. En fait sur les vélos de voyage, ce qu'on va chercher c'est pas un développement trop fort, puisque nous c'est pas la vitesse qu'on va chercher, c'est plutôt le confort et la facilité pour pouvoir évoluer sur des milieux accidentés ou en montagne par exemple. Donc, vous allez avoir par exemple des possibilités sur des petits développements de vraiment mouliner beaucoup à monter, ce qui fait que au final, effectivement, vous n'allez pas avancer très vite, mais vous n'allez pas forcer, donc vous n'allez pas vous fatiguer. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte parce que votre vélo, quand vous allez voyager, va être chargé, donc inévitablement, ça va être plus difficile de monter. Autre élément qui fait partie plus ou moins de la transmission, ce sont les pédales. Donc là, vous avez le choix aussi de prendre des pédales classiques, des pédales semi-automatiques ou des pédales automatiques, ou même des pédales de BMX ou de VTT. Moi, j'ai pris des pédales vraiment traditionnelles, c'est-à-dire des pédales plates sans cale-pied et pas des pédales automatiques. Alors, pourquoi? C'est vrai que sur le VTT que j'ai mis des pédales automatiques et pas là. En fait, il faut savoir que quand vous pédalez, votre pied va transmettre l'énergie en appuyant, quand on appuie sur la pédale. Si c'est une pédale classique, effectivement, quand on appuie, l'énergie se transmet. Par contre, quand on remonte le pied, comme le pied n'est pas lié à la pédale, il n'y aura aucune énergie de transmise. C'est pour ça qu'en fait, les coureurs cyclistes, ou si on veut être un peu plus efficace, on prend des pédales automatiques. C'est que comme le pied, du coup, est accroché à la pédale, quand on va appuyer, pas de souci, ça transmet l'énergie, mais quand on va remonter, on va pouvoir tirer sur la pédale. Ce qui fait que du coup, on est efficace durant toute la rotation de la pédale. C'est pour ça que les pédales automatiques sont plébiscitées. Par contre, voilà, c'est vrai qu'il faut vraiment avoir l'habitude d'avoir le pied lié à la pédale parce que, bon, je me rappelle au début, c'est vrai qu'on essaye de décrocher le pied, on n'y arrive pas forcément, il faut vraiment prendre le coup de faire le petit quart de tour qui va bien.
Bon, après, ça c'est vraiment un choix. Ce qui est embêtant aussi, c'est que pour ce type de pédales, il faut des chaussures qui sont adaptées avec la fixation dessous. Donc, bon, après vous allez me dire, oui, il existe des chaussures un peu mixtes qui font un peu chaussures de rando et qui ont la fixation dessous. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un choix. Voilà, moi, je préférais avoir une pédale classique, toute simple, toute bête. Comme ça, mon pied, il n'est pas lié à la pédale. Voilà, bon, ça, c'est un choix. On va passer un petit peu maintenant aux accessoires qui peuvent être ajoutés sur le vélo de voyage. Vous avez tout d'abord la béquille. Alors la béquille, bon, je vais mettre un bémol à ça parce que quand le vélo est tout neuf, quand le vélo n'est pas chargé, la béquille, effectivement, ça sert parce que quand vous voulez faire reposer votre vélo à l'arrêt, on peut la mettre sans souci, ça va tenir. Par contre, en voyage, à vélo, par contre, vous allez avoir beaucoup de poids. Et moi, par exemple, cet été, mon vélo faisait un peu plus de 40 kg chargé. Et faire reposer 40 kg de poids sur une seule béquille, bon, ça peut poser problème. Et souvent, la béquille, vous allez entendre dire qu'elle casse. Même en ayant des très bonnes béquilles de très grandes marques. Donc, méfiance sur ça. Moi, j'ai tendance à dire qu'il vaut mieux, enfin moi en tout cas, je préfère faire reposer mon vélo quand il est chargé contre une barrière, contre un arbre, contre quelque chose. Au moins, je suis sûr que ça ne va pas tomber. J'en ai vu certains qui faisaient reposer leur vélo sur des branches ou des tiges en bambou qu'ils avaient bricolées pour faire une sorte de béquille maison. Donc ouais, ça, méfiez-vous un petit peu des béquilles. Un vélo de voyage, ça doit porter du poids, donc vous allez avoir besoin de porte-bagages. Pour les porte-bagages, il existe une marque qui est un peu renommée dans le milieu, c'est la marque Tubus, c'est une marque allemande, un petit peu comme beaucoup d'accessoires liés au vélo. Donc porte-bagages à l'avant, porte-bagages à l'arrière. Vous remarquerez souvent que les porte-bagages à l'avant sont très bas au niveau des roues, c'est normal, c'est pour baisser le centre de gravité. Et alors je ferai un sujet sur ça un peu plus tard, mais vous verrez que équilibrer le vélo, c'est vraiment quelque chose de très important pour que l'énergie soit transmise efficacement. C'est vrai qu'on a tendance à dire au début, oui, je vais mettre 2 sacoches à l'arrière et puis comme ça je vais partir, ça va être sympa. Sauf qu'en fait, il faut savoir que le poids du cycliste, déjà, il est sur la roue arrière. Si vous venez rajouter à ça des sacoches uniquement sur l'arrière et un rack-pack, tout votre poids va être sur la roue arrière. Donc, en plus de la fragiliser et de la solliciter plus qu'il ne faut, votre énergie elle va être transmise de manière un petit peu moins efficace que si le poids était mieux réparti. Donc, on a tendance à dire équilibrer en mettant presque 2/3 du poids sur l'avant et le reste à l'arrière. Comme ça, vous avez un vélo équilibré. Autre élément accessoire au vélo, ça va être au niveau du guidon, on va trouver déjà le rétroviseur, ça c'est un élément qui est essentiel. Moi j'avais pas l'habitude de l'utiliser avec mon VTT par exemple et je dois avouer que sur les routes circulées, maintenant moi, je ne peux plus m'en passer parce que d'un coup d'œil on prend l'habitude de regarder derrière si une voiture ou un camion arrive et ça mine de rien pour la sécurité c'est top. Vous avez aussi le compteur sur le guidon, alors le compteur forcément, ce n'est pas quelque chose d'indispensable, mais je trouve que c'est quand même un bon outil parce que ça va vous permettre d'une part de voir votre vitesse, de voir la distance que vous avez fait chaque jour et la distance cumulée. Vous avez aussi d'autres options, hein. Vous pouvez voir la pente, vous pouvez voir l'altitude, vous avez plein de possibilités. Par contre, juste un détail, il existe des compteurs sans fil et des compteurs avec fil. Alors un petit peu comme pour tous les autres éléments du vélo, quand on va partir en voyage, on va chercher du coup la fiabilité. C'est vrai que les compteurs sans fil, c'est très fiable, il n'y a pas de souci. Par contre, ça demande une pile dans le compteur, une pile sur la sonde. Et voilà, si ça tombe en panne, des fois, on peut avoir du mal à trouver ce genre de pile. C'est pour ça que moi, je vais utiliser plutôt un compteur filaire, de telle sorte à éviter ce problème. Bon, je vous dis ça, mais en ce moment, mon compteur ne marche pas parce qu'il faut que je change la pile du compteur. Donc vous voyez que même avec ça, c'est pas une solution miracle. Voilà, après, vous avez bien sûr l'éclairage qui est important. Alors moi déjà, je vous conseille pas du tout de rouler la nuit, parce que je trouve que c'est quelque chose d'assez dangereux. On est généralement pas assez bien vu. Nous-mêmes, on a de la difficulté à voir devant nous. Alors, bon, néanmoins, il faut quand même avoir un éclairage devant, un éclairage derrière. Ça vous permettra, par exemple, de pouvoir partir tôt le matin ou arriver tard le soir. Donc voilà, essayez de choisir un éclairage forcément qui soit le plus puissant possible pour pouvoir être efficace. Pour alimenter cet éclairage, vous allez avoir besoin d'une source d'électricité et là, inévitablement, vous allez devoir avoir une dynamo. Alors, généralement, la dynamo elle est positionnée dans le moyeu de la roue, c'est le cas sur mon vélo, je vous montrerai tout à l'heure. Et cette électricité-là, vous pouvez vous en servir donc pour l'éclairage, mais vous avez la possibilité aussi de vous en servir pour faire de la recharge, par exemple, de vos appareils. Donc pour ça, vous avez besoin d'un petit boîtier qui va venir convertir l'électricité de la dynamo vers votre batterie.
Ça, je trouve que c'est top. Ça vous permet au moins de ne pas attendre le soir pour recharger. Vous pouvez recharger tout en roulant. Donc la première partie sur l'équipement est terminée. On va aller dehors pour que je vous présente mon vélo. Juste avant ça, bon, sachez qu'en fait, il existe différentes façons de trouver son vélo de voyage. Vous avez déjà la possibilité de le bricoler vous-même, si vous êtes bricoleur et amateur. Vous avez la possibilité aussi de le trouver sur le marché de l'occasion. Je sais qu'il y a par contre quelques difficultés pour avoir les modèles un petit peu connus. Par contre, vous pouvez forcément faire une belle économie. Tout à l'heure, je vous disais de faire attention à la taille du cadre. Voilà, je vous rappelle ce conseil-là si vous trouvez un vélo d'occasion. Et enfin, vous pouvez aussi l'acheter neuf. Alors, si vous l'achetez neuf, vous allez tomber sur plusieurs marques qui sont assez connues dans le secteur. La plus connue, parce que le vélo, c'est vraiment le modèle phare, c'est le vélo TX400 de chez Farad Manufacture. Donc, c'est un vélo allemand. C'est un vélo un peu qui regroupe toutes les qualités qu'on cherche sur un vélo de voyage. C'est un peu le bon compromis avec des équipements adaptés. Par contre, c'est un vélo qui coûte assez cher. Il coûte dans les 1800-2000 €. Donc, voilà, c'est quand même un gros investissement. Vous avez aussi d'autres marques telles que la marque Genesis ou encore la marque avec les cadres sur lit. Donc vous pouvez faire votre choix. Il y en existe d'ailleurs bien d'autres. Vous avez tout un tas d'artisans qui montent eux-mêmes leur vélo. Donc vous n'avez que l'embarras du choix. Allez, on se retrouve dehors tout de suite pour faire un petit tour de mon vélo. Bon et voilà, on y est, ça c'est donc mon vélo. Donc si vous voyez bien, il ne s'agit pas d'un vélo des marques que je vous ai présentées tout à l'heure. En fait c'est une marque française, c'est la marque Cyclo Randonnée. C'est en fait une marque que j'ai trouvée sur le magazine Carnet d'Aventure. Alors en fait c'est un gars à Besançon, Julien, il fait monter des vélos en Allemagne. Donc il s'est basé un petit peu je pense sur les caractéristiques du vélo TX400 parce que voilà, les composants sont vraiment similaires. C'est un peu pour ça que je me suis penché sur son vélo, parce que du coup il est un peu moins cher que le TX400. Donc si on fait le tour un peu des composants, vous avez bien sûr un cadre en acier. Au niveau des roues, donc comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez c'est les pneus de chez Schwalbe, les pneus marathon. Donc c'est des roues en 26 pouces également. Au niveau des rayons, c'est des rayons de la marque DT Suisse. C'est une marque qui est assez connue. Alors par contre, l'inconvénient sur ces rayons-là, sur ces roues-là, c'est que les tailles de rayons ne sont pas les mêmes sur les roues avant et arrière. Et je crois que même sur la roue arrière, il y a deux tailles de rayons différents. Donc bon, c'est un peu embêtant, mais c'est comme ça. Au niveau de la transmission, donc comme je vous disais tout à l'heure, pédale plate classique. Et donc là on est sur une transmission traditionnelle avec des plateaux, des pignons et une chaîne. Donc, sur la transmission on est quand même plutôt pas mal parce que c'est une transmission de chez Shimano, le modèle Deore, enfin la gamme Deore, ce qui est un bon milieu de gamme. Au niveau du développement, donc vous voyez ici on a nos trois plateaux. Je crois qu'au niveau développement on est sur du 40, 30, 22. Et à l'arrière aussi, vous voyez qu'on a quand même une dizaine de vitesses, ce qui permet de mouliner vraiment pas mal. Si on continue donc la présentation, comme on disait tout à l'heure, porte-bagages à l'avant et à l'arrière, on est sur du Tubus Tara. Ah oui, autre précision, j'ai pas pensé à vous le dire tout à l'heure, sur les valves pour les pneus, vous avez deux types de valves, les valves Presta et les valves Schrader. Là il ne faut pas avoir d'hésitation, il faut prendre ce type de valve, c'est les valves Schrader, c'est vraiment le modèle que vous trouverez partout. Donc valve Schrader sur vos pneus. Si on remonte un petit peu au dessus, sur la fourche, où il y avait deux œillets qui étaient percés, j'ai rajouté deux porte-bouteilles, en plus des deux porte-bidons qui sont ici. Voilà, comme ça me permet d'avoir 3 litres d'eau sur les porte-bouteilles et 2 litres sur les porte-bidons. 5 litres d'eau, ça commence à être pas mal. On en parlait aussi tout à l'heure au niveau de la sécurité. Donc un éclairage avant, un éclairage arrière, et tout ça c'est alimenté ici par la dynamo qui est dans le moyeu. Au niveau des freins, on est sur du Shimano Deore également, mais surtout c'est un modèle V-Brake.
modèle à patins, donc avec les gommes interchangeables. On va passer au poste de pilotage. Alors poste de pilotage, guide en papillon, donc comme je vous disais tout à l'heure, les mains on peut les avoir de différentes façons. Très important donc le rétroviseur ici. Bon ça c'est une fixation pour la caméra GoPro. Ça c'est pas mal, c'est une fixation pour le téléphone, mais une fixation un peu particulière, elle est tout en acier. Donc c'est très costaud et c'était pas cher du tout, je crois que ça coûtait même pas 10 balles. Le compteur, comme je vous disais tout à l'heure, marque VDO, mais comme vous voyez, il est filaire. Il va jusqu'en bas avec un fil. La sonnette est pour se faire entendre, même si ce modèle-là est pas très fort. Je crois qu'il existe des klaxons avec des petites bouteilles d'air que l'on comprime et qui font un bruit énorme. Mais en fait, c'est pas mal. Je pense que je vais peut-être monter ça parce que voilà, quand on est dans un milieu très urbain ou alors sur une route avec des camions qui roulent vite, ça peut être pas mal de bien se faire entendre. Ici on a le cadenas, ce modèle assez costaud, le Bordeaux Big de chez Abus, c'est un modèle en fait qui se déplie. Comme ça on peut fixer ça autour d'un arbre, d'une barrière, il est très long. Donc la sègle, comme je vous disais tout à l'heure, la sègle. Donc c'est un modèle donc, de chez Brooks, c'est le modèle B17. Et je sais pas si vous voyez, mais en fait elle est hyper déformée. Enfin, c'est pas qu'elle est déformée, c'est qu'elle est moulée maintenant à mon derrière. Donc bon, c'est un peu plus confortable qu'une sègle neuve, mais ça reste quand même assez dur, il faut pas se cacher. Voilà, après si on passe derrière, on a bien sûr l'éclairage avec les porte-bagages. Et je crois qu'on a fait le tour maintenant. Au niveau du vélo, donc celui que j'ai choisi, je viens de vous le présenter, le modèle de chez Cyclo Randonnée. Ils ont deux modèles en fait, ils ont soit le modèle avec les transmissions classiques telles que je vous l'ai montré, c'est-à-dire pignon, plateau, chaîne, ou alors une version type moyeu roll-off. Les deux versions forcément n'ont pas le même prix puisque le moyeu roll-off coûte plus cher. Le vélo tel que j'ai, il pèse dans les 16 kg, 16 kg et demi. Donc vous voyez que c'est pas un vélo très léger, mais comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pas ce qui est recherché, c'est la robustesse qui prime. Niveau prix, je l'ai payé 1600 et quelques euros, 1625 pour être exact. Donc c'est pas donné non plus, mais c'est vrai que c'est un investissement. Les composants sont de qualité. Donc a priori, je pense que je vais le garder pour un bon moment. Cet été, il a fait 1600 km sans souci, j'ai eu aucun problème mécanique. Donc bon, c'est plutôt une bonne bécane. Comparé au TX400 de chez Farad Manufacture, bon, il y a à peu près 200 à 300 euros de moins par rapport au premier prix de la gamme. Donc c'est quand même pas rien comme écart, surtout que les composants de ce vélo-là sont quasiment similaires. Donc voilà, après je ne vais pas non plus leur faire trop de pub, mais bon voilà, vous m'avez demandé de vous présenter le vélo, c'est ce que je viens de faire. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez aussi la liker. N'hésitez pas à écrire en commentaire vos avis si la vidéo vous a plu ou si jamais j'ai dit des coquilles concernant le matériel. N'hésitez pas à marquer tout ça. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, pédalez bien à vélo.